j'ai repris assez souvent le chemin qui me menait à l'atelier de Hans Rechel. De le savoir, pas très loin de moi, était à la fois gênant et extrêmement important. Il était le premier artiste que je connaissais, le premier à m'avoir fait rentrer dans son atelier, qui n'était pas un atelier d'ailleurs, qui était une pièce avec une petite façade vitrée, enfin une grande fenêtre. Et lorsque je commençais à ma table à mouiller mes papiers et avec un pinceau faire tomber de l'eau teintée ou des touches de couleurs prises directement dans les godets, je sentais que je devais me tenir à l'écart de ces gestes-là. J'avais grand intérêt à le regarder, car il m'a laissé bien des fois revenir, mais je ne devais surtout pas me glisser dans une leçon à des fins, disons, d'apprentissage, car je savais qu'il y avait là, pour moi, une grande difficulté, non pas à combattre, mais à assumer. Je veux dire par là, je n'ai jamais eu ce besoin ou cette facilité à refaire et à regarder pour refaire. La seule expérience que j'ai eue, qui a été tout à fait déterminante, ça a été l'immense leçon reçue à travers les images reproduites dans des livres, images d'œuvres de Paul Klee. Mais si je me suis coulé dans les signes et les lacs, les sources absolument jaillissantes dans l'œuvre de Klee, si je me suis glissé si proche, si près de lui, et même dans une partie de son travail, c'était davantage comme on peut le faire, et j'ai pu le lire ensuite, davantage comme non pas mon maître, mais comme certains hommes ou femmes vont, parce qu'ils sont dans un certain désert, vont à la recherche de l'oasis, de l'eau si peu non seulement abondante, mais si rare, pour se désaltérer. L'oasis, pour moi, ça a été Klee. C'était pas le mirage, ça a été Klee. Je ne veux pas dire que Rechel a été un mirage, pas du tout. Rechel a été une sorte de consanguinité dans la direction que lui avait prise et que, je dirais, avant de le connaître, j'avais moi-même plus ou moins choisi, c'est-à-dire je suis un isolé. Qu'est-ce que veut dire je suis un isolé pour moi? Je veux dire que quel que soit le coin vers lequel je me tourne, donc le coin si je suis dans une pièce, mais le coin si je suis dans la rue, c'est toujours pour me dissimuler au regard et aux yeux des autres. Je n'ai jamais pu avoir cet élan de partage. Le partage est plus intime chez moi, pour moi. Il est lent d'ailleurs à jaillir.
il est difficile de dire qu'une timidité est seulement l'explication de tout ça. D'ailleurs, je ne le pense pas. Je reviens un peu en arrière. Je ne connais pas la vie de Hans Rechel. Je connais bien davantage. Enfin, je connais bien parce qu'on a écrit sur sa vie, celle de Klee. Je n'ai jamais cherché les choses communes qui pouvaient unir ou réunir tel artiste avec tel autre ou tel poète avec tel artiste. Enfin, non. Mais il est, puisque j'ignore ce qu'a été la vie de Rechel, je crois, j'attache tellement d'importance à la vie que l'on a menée, à cette enfance que l'on a eue. C'est la palissade que de dire l'enfance c'est tout. C'est vrai. L'enfance c'est tout. Il ne faut pas non plus en faire un blocage, un mur qui serait pour ainsi dire insurmontable et dont la vie ne serait pas suffisante pour arriver à grimper ne serait-ce qu'un mètre écroulé que l'on devrait ensuite être et toute sa vie devant le reste à parcourir et qui n'est jamais parcouru. Non, c'est pas vrai. Je crois qu'il y a non pas un affranchissement de l'enfance que l'on a eu qui nous a fait, qui nous a déjà fait entrevoir toutes les destructions qui nous guettaient, mais si on a cette chance, je crois que c'est davantage une chance qu'une faculté. Cette chance à un point de la vie, à plusieurs points de la vie, mais il y a quand même à un moment quelque chose qui est déterminant, pressant, où on ne peut plus éviter. Si on a précisément cette chance de croire que ce moment, cet instant est arrivé, il est là. Alors ça peut se produire à 10 ans. Ça peut se produire à 70 ans, n'est-ce pas ordinairement, habituellement, parce qu'il y a des stades à traverser, des obstacles, des forêts, dans lesquels il faut que l'on se perde. C'est là que ça se passe. Et ça ne se passe en fait que pendant l'enfance. Ce besoin, mais ce n'est même pas suffisant. C'est autre chose qu'un besoin. Ce que j'ai de me cacher. Pourquoi est-ce que je me cache? J'ai dit un peu avant, n'est-ce pas, que il était très difficile pour moi de vivre à l'extérieur. Alors de vivre à l'extérieur parce que l'intérieur dans lequel je vivais, l'intérieur matériel, enfin physique, c'est-à-dire la pièce dans laquelle tout enfant se trouve, hein, toujours. La pièce dans laquelle j'étais, c'était pas une pièce d'enfant, c'était une pièce grouillante où l'animal et l'homme ne faisaient qu'un. Pas. Je me réfugiais, enfin cette pièce-là, quand je quittais l'école, où je suis allé, malgré tout ce que j'ai pu dire, être allé peu à l'école parce que souvent malade, c'est vrai. L'école n'a jamais été un refuge, pas. La cave était même pas un refuge. La cave, c'était un cœur. C'était un cœur. Il était plein de sang, et sans doute aussi plein de pourriture. Mais ce sang et cette pourriture, c'est ce qui m'a fait... oui, je peux l'admettre, mais c'est surtout ce qui a mis en place cette grande nécessité, ce grand besoin du coin. Or, dans cette pièce, la pièce elle-même était un coin. Elle était un coin à l'intérieur de l'espace des caves, parce que tout autour de notre cave, de notre pièce, la seule à avoir un soupirail. Les autres, enfin un soupirail,
qui fasse rentrer, qui ne soit pas une tôle trouée de petits trous, mais qui soit une petite fenêtre que l'on puisse pousser, ouvrir tous les matins, refermer tous les soirs, qui ne donnait pas beaucoup plus de lumière le soir qu'en plein midi. Le soleil ne venait jamais, mais cette pièce était une pièce de lumière en même temps. Alors de lumière qui brûlait, une chose qui brûlait à l'intérieur de ces murs, où je n'ai été, si je n'ai été protégé dans ma vie, je ne l'aurais été que là. Il n'était pas possible qu'on vienne me chercher. Enfant, on a tous plus ou moins des peurs. Moi, j'avais mes rêves qui ensuite me faisaient peur quand je m'éveillais. Et j'avais peur quand je m'endormais de retomber dans un autre rêve. Mais c'est là que j'ai le plus rêvé. Et si on peut dire ça, que j'ai su que le rêve était là. Le rêve, bon, c'est mon enfance, c'est vrai. Mais c'était aussi ce que la pièce me donnait. La pièce est la chose fermée. La chose qui, aujourd'hui, encore, quand je ne suis pas entièrement bien, n'est-ce pas, je ne veux pas dire bien seulement que, pas bien que physiquement, mais surtout, ça n'avance pas, je ne crois pas à ce que je fais. Enfin voilà, tout ce que la vie charrie, rien d'exceptionnel, et il n'y a pas lieu même de traîner les pattes là-dedans. Et même si je suis heureux, n'est-ce pas, je connais tout ça, soit pour me concentrer alors que je ne sais même pas me concentrer, parce que me concentrer, ça serait en vue de. Or, en vue de quoi? Je n'ai jamais en vue de quoi. Et mon horizon est un peu bouché pour ça. Mais j'ai besoin, je suis bien. Je ferme, la fenêtre est toujours fermée, j'ai même des doubles fenêtres maintenant, mais je ferme les gros volets de la maison. Et je me retrouve, je n'y pense pas, mais je sais que je me retrouve comme si j'étais enfant, dans la pénombre. J'entends très très peu de bruit, même pas du tout de bruit par moment. Et c'est pour moi tout ce que j'ai traîné en moi depuis des années. Alors Réchel, pour revenir là, je ne sais pas lui, il a eu aussi sa cave d'enfant, mais certainement il a eu quelque chose qui est venu là et dont la réponse, ça a été le pinceau et le papier, je suis certain. Réchel, pour moi, le savoir, j'aurais pu, enfin, s'il y avait eu cette maison qui se dressait entre lui et nous, sans cette maison, j'aurais pu voir les vitres de son atelier. Et je pouvais même, en regardant de derrière la fenêtre de ma pièce, mon petit atelier rue Friand, je pouvais, avec beaucoup de précision, tirer une flèche, pas, et arriver mentalement chez lui. Il était là. Hein, et selon l'heure qu'il était, il était là, assis, avec une veste sur le dos, souvent un petit nœud papillon, le pinceau, l'eau, la petite bouteille de vin, le matin, la petite bouteille de vin avec le verre, et souvent une cigarette. Alors, j'ai fini par savoir quand est-ce que Réchel sortait. Chez moi, pas du tout d'extrême, disons, fascination. Non. Sa présence était une présence sainte. Il y avait, Miller avait parlé d'un sage. Oui, il y a de ça. Mais il y a plus que sage. Il y avait du saint en lui. Il y avait un homme qui tous les jours peignait une ou deux icônes, mais c'était sur du papier. Il priait là. Il priait là, mais il n'a jamais dit qu'il priait. Mais il n'avait pas besoin de le dire puisqu'il le faisait. J'avais besoin de le croiser.
de le croiser sans venir vers lui pour lui dire tous les jours bonjour, je savais que vous alliez passer là vers 11h30 du matin, parce que ça je l'avais repéré. Vers 11h30 du matin, il allait boire un apéro aux Aillères sur la place d'Alésia. C'était à 20 mètres de chez nous, tout ça. Et là, il commençait à les entasser les uns derrière les autres. Et puis vers midi et demi, 1h moins le quart, on voyait bien, il avait son chapeau un peu en arrière. Si c'était l'hiver, il avait une sorte de gabardine au col relevé, son paquet de cigarettes sur la table ronde, et puis les soucoupes qui s'empilaient les unes sur les autres, qui indiquaient le nombre d'apéros qu'il avait pris. Et il était, non pas ivre, il ne tenait plus beaucoup debout, là, ça c'est tout à fait sûr, mais il était empli d'un vide. Il était empli d'un vide qui était la garantie de son isolement. Il voyait, il avait des yeux de poisson. Pour moi, c'était des yeux de poisson. Il avait un regard extrêmement présent, mais nageant et volant. Ses yeux étaient derrière une vitre. Et il roulait derrière. Et je pouvais passer, s'il était midi et quart, je pouvais passer, même m'arrêter, le regarder, lui faire signe bonjour. Il répondait vaguement bonjour à tout le monde, mais il ne me voyait pas. Il aurait fallu que je m'approche, que je m'asseye, puis que je lui serre la main. Il m'aurait vu pendant quelques minutes, et s'il était midi et demi, il ne m'aurait vu que pendant quelques secondes, et si à 1h il était encore là, il aurait serré la main sans sentir qu'il serrait la main, et il m'aurait regardé sans me voir. Mais ça n'était pas que l'effet de ce qu'il avait bu. Bien sûr qu'il y avait une part de ça, mais il y avait l'autre, immense part inconnue, intouchable, que sa femme elle-même n'a jamais sans doute essayé d'approcher. Cette part, c'était la part Réchel, homme pas du tout muré, homme isolé au milieu de cette immensité de la vie. Et le voir, il y avait un charbonnier en face de l'impasse du Rouet. Il y avait un charbonnier, j'allais là, moi j'aimais assez souvent m'arrêter après avoir fait les commissions. Je m'arrêtais là, puis je buvais un canon. À l'époque, je fumais. Le charbonnier qui nous livrait le charbon, il montait son sac de charbon toutes les semaines là-haut, au 3e étage, et puis il le faisait dans tout le quartier. Je buvais un canon, je lui en offrais un, et puis il me donnait une cigarette, et puis après je lui donnais une des miennes, et je guettais. Et il avait fini par observer, d'abord il connaissait sans doute Réchel de vue, peut-être que Réchel venait de temps en temps boire un canon, je ne l'ai jamais vu là, sauf une fois où il était sur mon trottoir, parce que ça c'était mon trottoir, c'était en face de son trottoir, dans l'avenue de Châtillon. Une fois il était sur mon trottoir, on était à côté on l'appelait le Bougna, c'était un Bougna. Et je lui ai dit, de temps en temps, je bois un canon avec le Bougna, je vous invite, ça vous tente. Et il était 11h30, quoi. Il me dit, à 11h30, boire du vin, Fred II, c'est... j'aime mieux, petit pastis. J'ai dit, mais lui, il ne vend pas, il ne vend que du vin. Alors, allons-y, prenons un petit verre de vin. Et on était rentrés. Il regardait la rue, mais vraiment, il était dans un aquarium. Et je ne parlais pas. Et je ne lui demandais pas dehors, qu'avez-vous fait ce matin? Est-ce que non, rien. On était silencieux. On a toujours été silencieux l'un et l'autre. On secouait un peu la tête, en se regardant. Ça voulait tout dire, aussi bien. Il n'était pas grossier du tout, mais pas du tout. Et moi, qui a un peu tendance, dans des moments d'éclat, à l'être, je me suis gardé de l'être devant lui, parce qu'il était excessivement sensible, et il aurait sans doute été choqué
cet homme jeune, j'étais jeune, n'est-ce pas, que cet homme jeune soit grossier. Je lui prête ça. Ouais. Enfin, je le guettais de temps en temps. Je le voyais sortir. Je n'allais pas à ce moment-là rôder vers le Zaïre. Je le voyais sortir de son impasse, les mains le long du manteau. Je le vois surtout l'hiver. L'été, il était là, il ne partait pas. Moi non plus. Mais c'était l'hiver que je prenais beaucoup de plaisir à l'avoir vu. Je remontais chez moi et j'avalais une bouchée ou j'allais vers une feuille de papier et quelque chose m'avait été donné dans l'image qu'il m'avait proposée en marchant à 10 mètres de moi, même pas. Je crois qu'il devait traîner un peu les pieds, cet homme. Et un jour, je suis... Enfin, les leçons de métier d'aquarelle, elles n'ont pas été extrêmement nombreuses, mais je n'avais pas besoin de ça. D'ailleurs, lui-même m'a dit une fois, bon, bah, c'est... vous pouvez, si vous voulez, il faudra me dire quand vous le voulez, venir voir encore une aquarelle. Peut-être qu'un jour, j'en ferai une plus grande et ça vous sera agréable de voir comment dans une grande aquarelle ça dure plus longtemps et il faut beaucoup mouiller le papier et la vitre qui est en dessous, il faut mettre de l'eau dessous. Mais vous n'avez plus besoin de regarder. Si vous regardez, c'est pour voir la magie. Je dis oui, c'est tout à fait ça. Quand ça se mélange, même chez moi, vous n'êtes pas en dehors d'eux, vous ne faites pas ça les yeux fermés. Ah, jamais. Eh bien, moi, je trouve il y a dans les métamorphoses de l'eau et de la suspension de la couleur. Il y a tout ce qui fait qu'on devient différent des autres quand on aime ça. Je lui ai dit, est-ce que vous avez pensé, moi ça m'arrive dans le ruisseau quand ils lavent les trottoirs et qui font couler beaucoup d'eau. Au tout début, il y a encore toute la poussière qui est en suspens dans l'eau. C'est une véritable aquarelle. Oui, tout à fait. Je regarde ça aussi. On prend des leçons dans le ruisseau avec les petits papiers qui passent dedans. Oui, c'est ça, de tout. On va pas dire les feuilles d'arbre parce que non, les feuilles d'arbre c'est beau, mais c'est pas assez. Non, les petits papiers. Et une fois, j'ai vu un petit oiseau mort qui nageait encore, qui partait comme ça, la tête qui roulait en bas en l'air, avec toutes ces plumes qui étaient collées. Ah, c'était aussi une aquarelle. J'ai fait un oiseau mort, moi. Je n'ai pas fait beaucoup d'oiseaux morts, il m'a dit. J'aime bien les oiseaux qui sont dressés sur leurs petites pattes et puis qui lèvent un peu la tête avec le bec ouvert. J'aime beaucoup ça. Il y en a qui viennent quelquefois sur le bord de la fenêtre chez moi. Chez vous aussi? Non, chez moi, il n'y a pas d'oiseaux. Mais je les vois au loin. Et ce sont peut-être les oiseaux qui vont chez Rachel. Ouais, c'est ça, les oiseaux, ils viennent chez Rachel. Et puis, une fois, disons, voilà, soyons clairs, il n'y a pas eu 3 ans d'études avec lui, c'est pas vrai. Il m'a même pas dit il faut prendre des pinceaux comme ça, plutôt avec des poils de martre que des poils de soie. Non, il m'a pas dit. Il m'a dit vous prenez ce qui va le mieux pour vous. Vous savez, c'est toujours un problème. Il m'avait dit de changer de pinceau. Mais enfin, ça s'use pas. Un pinceau, il peut faire une vie parce qu'on frotte pas. C'est pas comme la peinture à l'huile. Avec l'eau, on caresse, on dépose, on ne touche qu'à peine. On lance. Au fond, on lance, Fred 2, on lance l'eau et la couleur dedans. Ah, c'est vrai que c'est magique. Souvent, je mets un peu des titres. Vous savez, moi aussi, je mets des titres. Et Clé aussi mettait les titres. Ah, Clé, bien sûr, mais il faut pas toujours dire Clé. C'est vrai que Clé, il a mis des titres, mais d'autres ont mis des titres avant Clé. Et moi, je mets des titres. J'aime bien en ce moment mettre dans les titres magiques. j'aime beaucoup. Oui. Ah, je lis beaucoup. Vous lisez beaucoup aussi, Fred? Oui, je lis beaucoup. Oui. Vous savez, il faut lire beaucoup.
Ah, et vient un temps, je suis pas loin d'être vieux maintenant, je lis encore, mais beaucoup moins. Je garde un peu mon temps pour la rêverie maintenant. J'aime bien m'asseoir dans la petite pièce à côté où il y a Lucie, Rachel. J'aime bien là. Et, on écoute un peu des fois musique et on regarde le ciel par la vitre. Là, il y a aussi petit atelier. Là, c'est aussi, j'ai aussi travaillé dans l'autre pièce. Hein, ça a même commencé là. Et puis j'ai trouvé celle-là. Oui, je vais vous dire, me dit-il un matin, en rentrant dans la pièce, j'ai vu qu'il était très, très, comment dire, très noir, non pas noir comme on l'entend d'avoir bu un coup, euh, mais noir, noir, un homme enfoncé. Euh, et je lui ai dit dès que je suis rentré, là, disons qu'avec le temps, j'avais un tabouret qui m'attendait. Enfin, elle dit, hein, asseyez-vous. Ça ne va pas, je lui ai dit. Pas très très bien, non, pas très très bien. On n'avait pas fait d'aquarelle ce matin. Ah, je peux pas faire d'aquarelle, non. Pas ce matin. Oui. Vous voulez boire un peu là? Oui, si vous voulez. Alors, il a pris un autre verre. Il m'a donné un petit peu de vin. Lui, il a gardé un peu de vin. Prosit, il me dit. Je dis oui, à votre santé. Et comment va votre femme? Cécile, ça va moyennement. Elle est fatiguée. Elle est malade, hein? Oui, oui, elle est malade. C'est vrai, c'est un vieux problème. On est en train d'essayer de répondre à ça, de la soigner. Ah, c'est la maladie des poètes, si vous voulez. C'est une maladie qui se trouve là, près du cœur et près de la gorge. Ah, ça les empêche de parler. Non, elle, ça n'empêche pas de parler. Ah, ça ne veut pas dire ça les empêche de parler. Comme ça, je veux dire, ils gardent le peu de souffle qu'ils ont, ils le gardent pour quelque chose. Oui, oui, ben, elle l'a souvent gardé pour graver, mais en ce moment, elle ne peut pas graver. Ah, vous voyez, bon médecin, vous faites les choses bien, je fais les choses comme je peux, oui, on essaye. Vous savez, on n'est pas très très bien dans ce monde. Ah, c'est moi aussi, je pense ça depuis toujours. Mais nous ne devons pas être bien dans ce monde. Il ne faut pas croire. C'est pas qu'on soit en guerre avec ce monde. La guerre, c'est pas pour nous. C'est que nous sommes en indélicatesse. Vous savez, en allemand, on dit délicatesse. Et nous sommes, nous, en indélicatesse avec ce qui est autour de nous. Ils ne parlent pas la même langue que nous. Et nous essayons de parler seulement notre langue. Alors, nous ne nous comprenons pas. Vous voulez que je vous dise ce matin, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir oublier demain. Et je ne peux pas faire d'aquarelle à cause de ça, mais demain, je ne pourrai pas faire mon aquarelle du matin. Et Madame Rachel va être très mécontente. Ah, après-demain, peut-être non plus. Je ne sais pas combien de temps je vais avoir à passer pour pouvoir me trouver un peu libéré de ça. Alors j'attendais. Je buvais à toute petite gorgée son vin. Je tirais sur ma cigarette. Il avait besoin pour parler d'être... voilà. Il avait besoin pour parler de rejoindre, malgré la pièce dans laquelle il était, et qui était... c'est une banalité que de dire que les ateliers pour les artistes, c'est vraiment leur véritable peau. Il avait besoin d'entrer dans sa véritable peau. Alors c'était la sienne, mais la sienne à jamais invisible pour nous. Et au bout d'un temps, il m'a dit, voilà, j'ai écrit une lettre à un ami. Et cette lettre, je suis allé la poster
à la poste de la rue d'Alésia. Vous voyez où elle est? Il y a la rue des Plantes et la rue d'Alésia. Oui, oui, je sais. Alors je l'ai jetée dans la petite bouche, là. Hop. Et puis je suis revenu ici. Et en cours de chemin, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Hans, tu n'as pas mis la feuille dedans. La feuille, elle est restée dans l'atelier. Tu as envoyé une enveloppe vide. Ou bien, je me dis, peut-être que j'ai pas mis cette feuille, j'ai mis une autre feuille. Peut-être j'ai mis une feuille blanche dedans. Je ne peux pas laisser partir la lettre. Alors, je fais demi-tour. Je reviens. Je regarde dans la fente, j'ouvre un peu avec mon doigt. Je regarde si je la vois là-bas. Mais je vois pas clair dedans. Elle est là, c'est sûr qu'elle est là. Je rentre dans la pièce, dans la poste, comme on dit, et je vais à un guichet. Et je vois une femme, et je dis, s'il vous plaît, madame, je viens de mettre une enveloppe dans la boîte dehors, et tout de suite après, je réalise que je n'ai pas mis à l'intérieur la feuille que j'avais écrite. J'ai mis une autre feuille. Et je suis très ennuyé, je ne peux pas. Pouvez-vous me la redonner? Et la femme, elle me regarde, elle me sourit, elle me dit, je peux pas. Si, vous pouvez, là. Si vous les sortez, je vais vous la montrer. Elle est là. Je vais vous dire à qui je l'envoyais. Vous avez mis votre nom derrière? Ah, ça, c'est pas sûr. Mais peut-être. Oui, sans doute. Oui. Ou peut-être que j'ai mis seulement les initiales de mon nom et puis impasse du Rouet. Peut-être. Je vous en prie, donnez-moi cette enveloppe. Je ne peux pas, monsieur. Mais madame, moi je vous dis, je ne peux pas laisser partir cette enveloppe. Vous vous rendez compte, Fred II, qui ne peuvent pas me rendre une enveloppe qui est là. Le règlement interdit à madame de la Poste de écarter son bras de son corps et de prendre l'enveloppe et de dire « c'est ça, c'est votre écriture ». Et elle regarde derrière. Oui, il y a HR, impasse du Rouet, c'est bien vous. La voilà. Non, on peut pas. C'est peut-être défendu de faire ça. Je lui dis, mais madame, je me suis mal expliqué, c'est une lettre importante pour moi. Si j'envoie une lettre qui n'est pas celle que je devais envoyer, c'est un problème pour moi. Vous comprenez? Pour vous, c'est la même chose. Si vous mettiez une lettre qui n'est pas celle qu'il fallait mettre, et moi je suis à la poste là, moi je suis à votre place et vous, imaginez, vous êtes à ma place. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, monsieur, ouvrez votre bras et prenez la lettre. Et moi, je ne pourrais pas vous dire, moi, Hans Rechel, je ne peux pas dire, madame, je ne peux pas prendre la lettre. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas le droit de quitter mon bureau. Tout ça, c'est pas vrai. Vous êtes gentil, vous me demandez, moi, je veux comprendre et je prends la lettre et je vous la donne. Alors, il y avait des gens qui étaient derrière moi, qui attendaient. Il y en a un qui dit, il faudrait au moins qu'on s'occupe des autres. Alors, je me suis retourné, j'ai dit, ouais, j'ai un problème parce que j'ai mis, ouais, mais on connaît votre histoire, ne vous intéressez pas. Je ne vous intéresse pas. On va trouver quelqu'un qui s'intéresse à la lettre que j'ai jetée. À ce moment-là, il est arrivé, le chef. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle essaye de raconter, mais elle raconte pas bien, elle dit pas exactement. Et je dis, monsieur, s'il vous plaît, petit instant, je vais vous expliquer. Alors il me fait signe d'aller à l'autre bout du comptoir. Alors je vais à l'autre bout du comptoir. Et tout le monde me regarde, et je m'en fous. Et je dis, voilà, je m'appelle Hans Rechel. Je vis, mon atelier, impasse du Rouet, là, au bout de la rue d'Alésia. J'ai jeté, et puis je répète. Et il secoue la lettre. Il secoue la tête, hein, il secoue pas la lettre. J'aurais bien voulu qu'il secoue la lettre, tiens. Pensez-vous, il secoue sa tête.
L'air de dire quel problème. Et je lui dis mais c'est pas un problème avec votre main. Je l'ai dit à la dame qui est là. Prenez-la, allez là l'enveloppe et vous me la donnez. Et derrière il y a mes initiales. Je le sais maintenant. Alors il me dit qu'est-ce que vous disiez dans la lettre? Ah ça je peux pas vous le dire. Ah bah si on ouvre la lettre, vous avez vos papiers avec vous? Ah ben j'ai pas mes papiers avec moi. Bah alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors il faut que je revienne chez moi, j'aille chercher mes papiers. Oui, vous allez chez vous, vous cherchez vos papiers. C'est pas sûr que sur votre carte il y ait votre adresse, il y a seulement votre nom. Alors il faut qu'il y ait aussi un papier avec votre adresse. Sur le papier, il y aura marqué Hans Rechel. Vous dites que vous habitez où? Impasse du Rouet. Alors Hans Rechel, impasse du Rouet. Il faut que j'aie la preuve que c'est bien vous qui vivez impasse du Rouet. Oui, vous croyez qu'il faut tout ça pour une enveloppe, monsieur? Il faut tout ça pour une enveloppe, oui. Et puis je ne sais même pas si on va pouvoir la retrouver, parce qu'il y a des gens qui ont déjà acheté des lettres sur votre lettre, et on n'est pas là pour fouiller tout le courrier et pour... Ah d'accord, d'accord. Eh ben, je vais partir, monsieur. Et je suis là. Vous êtes plus jeune que moi, Fred II, peut-être que vous voyez ça autrement. Mais je peux pas. Une toute petite histoire comme ça, je pourrais rire. J'aurais pu lui éclater de rire au nez, mais je ne sais pas beaucoup rire. J'aime un peu rire avec un ami, mais lui, c'est pas un ami. Et puis la femme, c'est pas. Et puis rien. Et puis la lettre, je m'en fiche. Puis quand je suis rentré, j'ai bien vu que il y avait plus que je croyais. Peut-être que c'est la bonne feuille que j'ai mise dedans. C'est possible, hein, c'est possible. Je ne sais pas si je souhaite que ça soit la bonne feuille, parce que après je pourrais me dire, si ça se trouve, c'est pas les bons mots que j'ai mis dedans. Et puis si ça se trouve, j'ai même pas dit ce que je voulais dire, j'ai dit autre chose. Alors, c'est pas une aquarelle, vous savez ça. Une aquarelle, ça descend, l'eau descend tout doucement, elle entraîne avec elle, tout doucement, là, les petites, comment on dit en français, les pépites. Hein, c'est les Espagnols, c'est un mot espagnol, ça, les pépites. Et oui, ça descend comme des petites particules, vous voyez? Des paillettes, voilà, c'est pas pépites, paillettes. Je voulais dire paillettes. Vous savez, les femmes, elles se mettent ça, là, ici, devant. Ça leur fait briller le cou, puis les yeux, c'est... Oui, eh ben, voilà. C'est pour ça que ce matin, il n'y a pas d'aquarelle, et puis que tout ça n'est pas très intéressant. Et maintenant, Fred II, je vous demande de vous en aller. Vous me comprenez? Vous n'êtes pas venu chercher une lettre. Vous avez lu Kafka. Oui. Vous ne trouvez pas que c'est une histoire de Kafka, ça? Mais que j'ai été là tout à l'heure. Une des formes de Kafka. J'étais un peu sur le dos, puis je gigotais, et tout le monde me regardait. Ou bien, vous avez lu Rilke aussi. Ah, ah. Il faut lire Rilke. Vous n'avez pas lu. Ah, ah. Ah, ça m'étonne. J'aurais pensé que quelqu'un comme vous aurait lu Rilke. Oui. Et Cécile, elle a lu Rilke. Cécile a peut-être lu Rilke. Et elle vous en aurait pas parlé. Elle m'en a pas encore parlé. Il faudra me dire si elle a lu Rilke. Il faudrait qu'un jour on aille tous les quatre prendre l'apéritif. Lucie, Cécile, vous et moi. On ira prendre l'apéritif aux Zeyer. Et on verra si elle a lu Rilke. Elle a dû lire Rilke. Il n'y a pas de femme comme ces femmes-là qui ne lisent pas Rilke. Elle a peut-être pas lu Kafka, voyez-vous? Puisque vous connaissez pas Rilke, vous pouvez pas voir non pas la différence, mais la couleur. Il y a Kafka, puis il y a Rilke. Oui. Les deux, c'est le grand désespoir
Mais l'un, il met davantage de bleu et l'autre, il n'en met jamais. Essayez de savoir qui est-ce qui le met, le bleu, et qui est-ce qui ne le met pas. Des deux. Évidemment, pour le savoir, il faudra que vous puissiez lire Rilke. La lettre à un jeune poète, vous n'avez jamais lu ça. Comment c'est possible? Un artiste qui n'a pas lu la lettre à un jeune poète. J'ai pas lu. Je peux vous dire que je crois que je n'ai jamais entendu parler même de Rilke. Ah, ça c'est français. Vous connaissez tout ce qui est, ou bien vous connaissez tout ce qui n'est pas. Ah, je suis bien sévère. Écoutez, je vous en prie maintenant, vous me laissez. Au revoir. Vous me mettrez un petit mot sous la porte pour me dire quand est-ce que vous reviendrez. Pas sous la porte de Madame Rachel, hein, sous ma porte à moi. Je l'ai quitté. Je suis passé par le palier. Une petite seconde, je me suis arrêté, tendant l'oreille, me demandant si Lucie Rachel allait par hasard entrouvrir sa porte. Elle n'a pas entrouvert sa porte. Je suis descendu tout doucement. J'avais un peu l'histoire qu'il venait de me raconter. Je comprenais qu'il soit comme ça, déchiré. C'est le prix à payer de l'isolement dans lequel nous devons vivre, nous. Vivant de sa façon, et moi, commençant déjà à vivre de cette même façon. Il ne pouvait se produire que des cassures ou des heurts. De toute façon, toujours de l'incompréhension venant d'en face. Rarement l'incompréhension était de notre fait. Mais c'est inarrangeable. J'avais 28 ans, là. Et je savais qu'on ne pourrait pas trouver un équilibre à cet endroit-là. On est voué, si on peut dire comme ça, dans l'isolement, à quelque chose qui nous guette, qui serait le ressassement, mais qu'il faut éviter si c'est possible. Si on ne se met pas à avoir besoin du ressassement, ça devient encore quelque chose. Mais cette sorte de destinée qui est construite, si on peut dire comme ça, par l'absolue nécessité de l'isolement, de la construction d'une rupture, mais d'une rupture, d'un état de rupture en permanence. Et lui, qui devait avoir 50 ans à ce moment-là, oui, c'est ça, je ne dois pas me tromper. Et moi qui en avais donc 28, lui, il avait ces 20 ans supplémentaires, qui ne sont pas 20 ans d'expérience, mais qui sont 20 ans d'enfermement ouvert. C'est-à-dire qu'en étant isolé, il n'était pas cloîtré, mais il était cloîtré en même temps. Je savais qu'il était là, dans sa cellule. Tout comme moi, je vivais aussi dans ma cellule. Et en étant plus jeune ou enfant, il avait peut-être aussi déjà sa cellule en lui. Et moi, en étant enfant, j'avais ma cellule en moi qui était à l'ombre, dans l'ombre de la cellule de la vie qui ne se déroulait que dans un espace de 3,50 m sur 3,50 m. Une cave, ça n'est pas plus grand. Je ne me suis jamais buté au mur. J'ai eu quelquefois le même rêve, en étant enfant, sans doute vers les 10 ans, une période où j'avais beaucoup de fièvre, parce que j'étais en train de couver la maladie, comme disait ma mère. Et j'ai eu un rêve qui s'est répété,
Et ce rêve-là, c'était moi. Je me sentais tout à fait moi. Et j'étais collé au mur qui était du côté de mon petit lit. Et je montais comme si mes mains, mes pieds avaient des ventouses, un peu comme une araignée, un peu comme ou des petites griffes, ou une petite mouche. Et je montais péniblement le long de ce mur. Et jamais je n'arrivais en haut. Et je devais produire des efforts très très grands. Je me sentais de minute en minute épuisé. Mais le rêve était fait pour durer des heures. Il avait décidé, moi dans le rêve, ou un autre qui était venu me mettre dans cette posture non seulement inconfortable, mais impossible, invraisemblable, jamais connue par un homme. À plat, oui, marcher, en pente un peu, mais à la verticale. Un petit enfant de 10 ans qui monte, qui monte, qui monte. Je sortais de ce rêve épuisé. Je n'ai jamais refait, en étant devenu adulte, le même rêve. Mais je me suis trouvé, parce qu'il avait ensemencé une situation profonde, nécessaire,